Quand on parle d'organes artificiels, on pense immédiatement à des dispositifs extracorporels, mécaniques en général, hein, comme le cœur artificiel dont on a parlé, qui a été mis au point dans les années 70, puis qui a connu, je pense, un succès assez limité. Et on a pu l'implanter, effectivement, semble-t-il, dans quelques patients au début de notre siècle, mais ça n'a malheureusement pas duré longtemps. On pourrait dire, ce qui est un peu une manière un peu étrange de s'exprimer, que ces cœurs artificiels ont une durée de vie d'une dizaine de jours. C'est pourquoi on privilégie maintenant, à ma connaissance, d'autres approches, et notamment fabriquer des organes à partir de cellules souches embryonnaires ou de cellules pluripotentes induites qu'on a reprogrammées. Alors pour l'instant, les constructions cellulaires dont on dispose sont de toutes petites structures et c'est ce qu'on appelle les organoïdes, justement. On en développe pour différents organes comme le foie, les reins et même le cerveau. Alors, ce sont des entités qui sont très utiles pour la recherche, parce que ça permet de comprendre mieux le fonctionnement des organes, mais qui sont encore loin d'être des organes proprement dits, hein. Et on espère, alors certains espèrent que ce sera le cas un jour et qu'ils pourront être implantés dans des êtres humains qui ont besoin d'une greffe. Alors, la question, enfin, cela pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que cela va faire de nous des chimères, des êtres artificiels? Et puis, si c'est le cas, est-ce que c'est un problème éthique ou pas? Qu'est-ce que ça questionne notre humanité en fait? Qu'est-ce que deviendra notre humanité si nous devenons des êtres ainsi? Pourront-on même un jour greffer des cerveaux? Enfin, il y a là toute une série de questions peut-être un peu abyssales et je pense qu'avant d'y répondre, il faudrait voir un petit peu où en est la recherche et qu'est-ce qui se passe actuellement. Alors, Gilles Védère, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur cette question? Alors, les organoïdes et puis les organes artificiels, c'est vraiment des concepts différents, hein. En biomédecine, dans les organes artificiels, on peut avoir une partie synthétique comme des prothèses. Par contre, les organoïdes, ils sont constitués uniquement de cellules. C'est vraiment des entités biologiques et puis plus particulièrement en fait des cellules souches. Ces fameuses cellules qui ont ce potentiel de donner tous les types de cellules, tous les types de tissus, quoi. Et puis, ces organoïdes, c'est vraiment des entités miniatures qui font entre un dixième de millimètre et puis un millimètre en fonction des types de tissus qu'on peut cultiver dans le laboratoire, donc dans des conditions in vitro. Donc, on va avoir vraiment des cellules humaines pour créer des mini-organes. Puis, comme vous l'avez dit, on peut créer toute une série de mini-organes dans le laboratoire. L'essor des organoïdes, il a commencé dans les années 2000 avec un grand pôle au niveau de la Hollande. Et puis ensuite, ça s'est accéléré vers 2005-2010 parce qu'on a eu cette fameuse technologie avec les cellules souches induites. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le prix Nobel en 2012, où en fait, on peut prendre même des cellules adultes, typiquement de la peau, les reprogrammer et puis les remettre dans un état comme des cellules embryonnaires, ce qui permet en fait d'obtenir différents types d'organoïdes. Et donc, on n'a plus besoin d'embryons, ça veut dire, on n'a plus besoin de sacrifier des embryons pour la recherche. Exactement, on peut reprogrammer ces cellules. Donc, à la fin, les organoïdes, ce ne sont pas des cyborgs parce qu'ils n'ont pas de partie mécanique ni de partie électronique. Ce non plus pas des chimères parce qu'ils ne viennent pas de différents individus. Et puis, ces organoïdes, ils s'inscrivent dans l'ère de la bioconvergence. Et puis ça, c'est un concept qui est très important. C'est une sorte de méga trend en ce moment où on a d'un côté la biologie, avec toute la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la protéomique. Puis de l'autre côté, on a l'ingénierie, avec la robotique, la bioinformatique. Et puis actuellement, on a ces disciplines qui se rencontrent comme la confluence, Convergent, qui comme on dit. convergent, la confluence comme ça de deux rivières, de deux flux. Et puis on sort en fait de des silos. Donc on a vraiment une approche qui est transversale. Et puis avec ces biologistes, ces médecins, les physiciens qui se rencontrent, on a des nouvelles solutions innovantes. Et puis dans cette bioconvergence, eh bien, on a un grand candidat qui est justement la médecine personnalisée. Avec cette volonté de fournir cette ambition au patient, une thérapie en fonction de son patrimoine génétique.
Et puis, je travaille actuellement depuis plus de 10 ans au CSEM. Puis aujourd'hui, Le CSEM, vous pouvez nous dire ce que c'est? alors le CSEM, c'est un centre d'innovation qui transfère des technologies à l'industrie, vraiment l'industrialisation hein, aussi Mmh. entre la partie académique et puis le monde industriel. Et puis c'est vraiment un point névralgique au niveau de la bioconvergence en collaborant avec l'industrie, mais aussi des cliniciens et puis le monde académique. Mmh. Et puis cette multidisciplinarité, c'est vraiment, un élément clé, si on aussi au niveau des préoccupations, éthiques. On pourrait penser que dans un cursus plus sciences naturelles, on a plus de réflexion, sur le sujet de l'éthique par rapport à des sciences dures, hein, comme par exemple la physique ou l'ingénierie. Et puis en fait, selon mon expérience, c'est pas du tout le cas, hein. J'ai commencé aussi avec un parcours universitaire, ensuite un doctorat plutôt en biophysique et puis maintenant depuis 10 ans dans l'industrie. Et puis on voit que chaque acteur a sa propre sensibilité et puis ces questions éthiques, eh ben, elles s'expriment différemment. Puis pour donner un exemple, un ingénieur, eh ben, il a son éthique parce qu'il va peut-être développer des solutions innovantes pour des thérapies personnalisées afin de diminuer les coûts pour pouvoir déployer la thérapie à la plus grande partie de la population. D'accord. Mais alors la recherche sur les organoïdes, vous la voyez donc, dans le fond, à la confluence, de multiples, disciplines, hein, y compris l'ingénierie. Vous pouvez nous expliquer ça un peu plus en détail? Voilà, alors Parce que disons, tout simplement, moi j'avais l'impression qu'un organoïde, c'est juste, une entité biologique, point final, et ça se semble que ce ne soit pas le cas ouais, justement. donc il y a vraiment deux aspects. Le premier aspect, ces organoïdes, si on veut les cultiver dans le laboratoire, dans des conditions in vitro, hein, donc on a ces mini-organes où on veut mimer des fonctions très spécifiques, on doit recréer ce qu'on appelle un environnement microphysiologique. Pourquoi micro? Parce que les organoïdes, on est dans l'échelle du micro, puis physiologique, parce qu'on veut mimer les conditions physiologiques. Et puis là, on a ce besoin d'ingénierie. Si on va faire par exemple un organoïde de poumon, on va le mettre dans le laboratoire, on aura ses organes sur puce, ses poumons sur puce, et puis là, on aura peut-être besoin d'une membrane qu'on va pouvoir étirer pour mimer l'activité mécanique qu'on voit pendant la respiration. Si on aura un organoïde, par exemple d'os, eh ben, on souhaitera amener une compression mécanique à nouveau pour simuler la compression du squelette pour que ces cellules souches puissent se différencier et puis donner des entités fonctionnelles. Et là aussi, maintenant, on travaille beaucoup toute la partie des femtech, ces technologies pour la santé des femmes, parce que dans le passé, on a négligé aussi ces modèles in vitro avec des ovaires sur puce, différents cycles hormonaux. Et puis là, on a vraiment cette rencontre entre la biologie et puis la technologie. Puis en parallèle, eh ben, ces organoïdes, ils sont en train gentiment de remplacer les tests sur les animaux. On a ce fameux principe, vous connaissez bien, le principe 3R, hein, on veut réduire, raffiner et puis remplacer. Et puis ces organoïdes, c'est vraiment des candidats très intéressants parce que on a de l'ADN humain, donc on est beaucoup plus proche des tests cliniques. On a cet environnement 3 dimensions, interaction cellule-cellule. Traditionnellement, on travaillait beaucoup avec des interactions cellule-surface. Et puis également, le cadre légal national, international, il évolue avec une diminution des tests sur les animaux, donc évidemment un développement de cette technologie. D'accord. Mais là donc vous nous parlez essentiellement de l'organoïde comme un modèle pour la recherche, hein, en tout cas dans l'exemple que vous avez donné. En ce qui concerne la translation à l'être humain ou à la clinique, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Oui, alors, il y a différentes applications des organoïdes. Donc, l'application principale, c'est vraiment pour le dépistage de drogue.
Ça veut dire qu'au niveau préclinique, avant de tester les drogues, les nouveaux médicaments sur le patient, on va pouvoir les tester sur ces organoïdes. Et puis là, on a besoin de systèmes à haut débit qui soient très robustes. Et puis, avec les organoïdes, on travaille énormément sur la standardisation de ces processus. Donc, on a besoin d'automation, pas pour gérer des centaines, mais des milliers, des dizaines de milliers d'organoïdes en parallèle. Donc, c'est un des sujets sur lesquels l'industrie s'attelle, de pouvoir standardiser les méthodes pour produire les organoïdes, pour pouvoir les manipuler, les positionner à différents endroits et les analyser à la fin pour pouvoir comparer l'effet de différents médicaments. Et puis, à plus long terme, on a aussi ce diagnostic clinique qu'on peut utiliser, où là, on peut utiliser, on appelle des organoïdes de cancer ou tumoraux. Donc, le ou la patiente qui a un cancer, on va prendre une biopsie et puis on va recréer des microtumeurs, ce qu'on appelle des organoïdes tumoraux. Donc, on aura un set de centaines de microtumeurs avec les cellules du patient, avec la mutation génétique de cette fameuse prolifération incontrôlée du cancer, où on va pouvoir tester différentes thérapies, différentes concentrations avant de les tester directement sur le patient et voir lesquelles auront un effet pour réduire la prolifération de la tumeur. Et puis la dernière application, c'est tout ce qui est lié à la médecine régénérative, où c'est vraiment la beauté de cette technologie. On peut également utiliser les organoïdes comme briques, comme unités fonctionnelles pour ingénierer des tissus vraiment comme base. On assemble ces différentes unités fonctionnelles pour créer différents types de tissus. Voire à la fin un organe peut-être, je ne sais pas. Heu, on souligne parfois dans la littérature qu'il y a un problème lié à la vascularisation et à l'innervation de ces organoïdes. Parce que, en fond, si un organoïde n'est pas vascularisé, il va mourir assez rapidement. Est-ce qu'on a une solution à ces difficultés? Ouais, alors ça, c'est vraiment le défi mondial du moment. Il y a quelques années, la NASA avait lancé un programme de pouvoir maintenir en laboratoire 1 cm3 de tissu pendant 30 jours. Et puis, en effet, cette vascularisation, elle a pour but d'amener des nutriments, de l'oxygène au centre de l'organoïde, sinon on va avoir une certaine nécrose. Mais aussi maintenant, on veut amener le composant des cellules immunitaires. C'est typiquement, si on revient à l'exemple clinique avec les cancers, les immunothérapies, où on va pouvoir prendre ces microtumeurs, vasculariser autour de ces organoïdes et puis voir l'effet des cellules immunitaires, comment elles vont attaquer cette microtumeur. Et dans le cadre de la médecine régénérative, cette vascularisation va permettre au tissu de se développer autour de la matrice qu'on lui aura créée comme architecture de base pour ingénierer le tissu, si on veut bien. Oui, tout ça est assez fascinant et même si on n'a pas encore répondu aux questions abyssales que je posais au début, et je crois que la technologie avance et effectivement va nous questionner pendant longtemps. Je vous remercie beaucoup Gilles Weder nous avoir exposé l'état de la recherche dans ce domaine-là. Merci Bernard. Alors avec Gilles, on a vu un peu quel était l'état de la recherche, hein, concernant les organoïdes et puis il a mentionné que comme toutes les biotechnologies, ça pose une série de questions éthiques. Alors justement, c'est un domaine que tu connais très bien et d'autant que tu as travaillé récemment dans les questions des encadrements éthiques des organoïdes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles questions, peut-être nouvelles ou renouvellement de questions anciennes, la recherche sur les organoïdes a posé ou pose encore? Les deux, comme toujours en éthique, c'est-à-dire qu'on réinvente pas la roue, mais en même temps, les nouvelles technologies et ces technologies émergentes posent la question d'une façon complètement nouvelle. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce projet européen Hybrida que tout le monde peut trouver maintenant sur Internet, les différents documents. Les premiers problèmes qui se posent, et Gilles l'a déjà évoqué, c'est la question de la qualité de la science. Et cette qualité de la science, comme pour toute technologie émergente, elle n'est pas évidente.
Bien sûr, on est capable de faire ces organoïdes à partir de cellules souches reprogrammées, mais se pose la question de l'efficacité. Dans certains cas, Gilles l'a mentionné, le côlon par exemple, c'est très efficace, c'est presque trop facile de faire des organoïdes. Dans d'autres cas, certains organoïdes cérébraux, c'est très compliqué de le faire. Donc quelle est l'efficacité de la technologie et comment on peut l'améliorer? Quelle est la capacité de reproduire, d'avoir quelque chose qui est reproductible? Aujourd'hui, on met les mêmes cellules dans 10 puits les uns à côté des autres et on a 10 structures différentes qui se forment. Comment on va arriver à les standardiser pour permettre ce que disait Gilles, c'est-à-dire d'en mettre 10 000, 20 000 et de pouvoir tester la drogue avec les mêmes conditions, donc de reproductibilité, de standardisation de l'un à l'autre? En quoi ces compositions de cellules miment exactement l'organe qu'on veut mimer? La diversité des cellules, l'organisation des cellules, leur architecture, leur interaction. Et puis, est-ce que c'est stable au fil du temps? On parle de cellules qui doivent perdurer pendant des semaines, des mois. Est-ce qu'il n'y a pas certaines instabilités, par exemple génétiques, qui pourraient provoquer des tumeurs? Et évidemment, c'est quelque chose qu'on veut interdire. Donc, on voit déjà que pour arriver à une qualité de la science qui permette de qualifier cette technologie pour les différents usages déjà mentionnés par Gilles, il y a des étapes importantes qui relèvent, on va dire, de l'intégrité scientifique. Et puis après, il y a des questions éthiques qui se posent, une diversité de questions éthiques. Si je reprends ce qu'a dit Gilles, par exemple, est-ce qu'on va vraiment pouvoir remplacer l'expérimentation animale? Alors, il y a de bonnes raisons pour le faire. Souvent, la souris qui est utilisée dans les laboratoires est un mauvais modèle pour les maladies humaines. Une souris, elle ne fait pas de maladie mentale. Une souris, elle ne fait pas de maladie d'Alzheimer. Donc, les modèles de souris sont des modèles, mais probablement que les organoïdes sont des bien meilleurs modèles. Mais comme vous l'avez déjà évoqué tous les deux, il n'y a pas de vascularisation, donc une taille du tissu très limitée. Il n'y a pas d'innervation. Il n'y a pas de cellules immunitaires, ou c'est compliqué pour un organoïde fait à partir d'une cellule souche d'avoir les cellules immunitaires du patient ou de la personne dont elles étaient dérivées. Donc, il y a des enjeux qui font que, de toute façon, on sera obligé de comparer souvent les organoïdes avec le modèle animal, et que même si on peut espérer une réduction, et c'est la tendance actuelle, on ne pourra pas se passer de l'expérimentation animale. Par exemple, pour faire du comportement. Mmh. Mais alors, ces organoïdes, c'est des mini-organes ou bien c'est autre chose? Alors là, c'est affreux. Il faut surtout pas, enfin, c'est Camus, hein, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ce ne sont pas des mini-organes, ce sont des modèles qui, par leur composition cellulaire, par leur architecture, par leur fonction surtout, peuvent reproduire toute ou partie de la fonction de l'organe, hein. Si on veut, par exemple, soigner le diabète, c'est une maladie du pancréas, mais de certaines cellules du pancréas, les cellules bêta qui fabriquent l'insuline. On n'a pas besoin de mimer le pancréas exocrine, on peut se contenter de mimer une partie seulement de ce tissu dans une perspective thérapeutique. Donc ce ne sont pas des mini-organes, et surtout pas des mini-côlons, et encore moins des mini-cerveaux, et encore moins des cerveaux immatures. Ce sont des structures neurales qui ont des propriétés qu'on est intéressé à étudier, donc il faut correctement nommer les choses. Mmh. Parce que c'est vrai que dans la littérature, on voit ces expressions, hein, mini-cerveau, mini-ci, mini-ça, et cetera. C'est le problème d'entraîner trop d'espoir, parce que voilà, les gens vont penser qu'on est capable de leur greffer une partie du cerveau pour corriger la maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson. Donc, déception, c'est pas le cas avant des décennies. Et puis, trop de peur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces savants fous qui nous fabriquent des mini-cerveaux dans des bocaux? Et puis, même des extrapolations qui sont excessives. Est-ce que ces structures neurales seraient capables de ressentir de la douleur? On est capable de faire aujourd'hui différentes parties du système nerveux, depuis l'organe de perception jusqu'à un organe, jusqu'au cortex cérébral, et de les assembler en chaînettes, et puis de voir que si on met un stimuli nociceptif, une acidité, une piqûre, on est capable d'avoir une information qui se transmet jusqu'à la structure
mimant le cortex cérébral. Est-ce que ces organoïdes souffrent? Non. On mime un circuit de transmission d'une information qui est une information nociceptive, mais il n'y a qu'un être humain intégral qui souffre. Donc non, il n'y a pas de question de souffrance des organoïdes qu'il faudrait anesthésier in vitro, il n'y a pas de question de conscience des organoïdes. Est-ce qu'un organoïde serait tellement complexe qu'il pourrait acquérir des propriétés de conscience? Peut-être dans 50 ans, mais pas aujourd'hui. Donc il n'y a pas non plus de question de statut moral, j'imagine, des organoïdes, puisque d'habitude, par exemple pour les animaux, on leur attribue un statut moral parce qu'ils sont capables d'éprouver de la souffrance. Donc les... Alors c'est toujours la question de la manière dont on regarde les choses. Alors pour les organoïdes neuraux, tels qu'on les voit, non. Mais il y a des structures particulières qu'on appelle les embryoïdes ou des modèles embryonnaires, pour lesquels on peut se poser la question, parce qu'on est capable aujourd'hui, avec ces cellules reprogrammées, en combinant différentes cellules reprogrammées, d'obtenir des structures qui ressemblent tellement à des embryons, en tout cas dans leur forme, dans les étapes précoces du développement, qu'on en vient à se poser la question de savoir si ça ne serait pas des vrais embryons. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de différences qu'on est capable de caractériser, et puis c'est pas capable de se développer très longtemps, à cause justement de ces problèmes de vascularisation. Mais ça pose des questions. Et du coup, il y a un travail qui a été fait pour essayer de mettre en place des espèces de points de butée ou de points de passage. C'est-à-dire, si on arrivait à prouver que on arrive à un stade tellement proche de la structure d'origine, en l'occurrence là l'embryon, eh bien, il faudrait leur donner le statut moral de l'embryon naturel. D'accord. Alors moi je pense, si on se place du point de vue cette fois du donneur, parce que ces cellules, elles viennent bien de quelque part, de quelqu'un, hein. Si on dit au donneur, mais écoutez, on va utiliser vos cellules pour fabriquer toutes sortes d'organes, voire des embryons, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Si, un problème majeur, qui est vrai d'ailleurs pour toutes les technologies émergentes, qui est le problème du consentement. Toute recherche qui utilise le sujet humain doit obtenir le consentement libre et éclairé de la personne. Et la question fondamentale, c'est que compte tenu de la vitesse à laquelle ces technologies évoluent, compte tenu de la possibilité, par exemple, pour une cellule reprogrammée d'être utilisée dans différents usages, quelle est vraiment l'information qu'on est capable de donner au patient ou au donneur? Et ça, c'est typiquement les questions que le projet Hybrida s'est posé. Et du coup, on propose une réflexion par anticipation. Il faut aujourd'hui faire le constat qu'on n'est pas capable d'informer sur tout. Vous serez capable de le faire avec des sites internet sophistiqués, mais les gens n'ont pas forcément envie d'aller tous les jours regarder qu'est-ce qui se passe dans le projet de recherche. Donc il faut faire un questionnaire par anticipation, donc une liste où on dit, voilà, est-ce que vous accepteriez que vos cellules, s'ils étaient transformés, deviennent un produit commercial? Est-ce que vous accepteriez qu'ils deviennent un organoïde de cerveau ou un modèle embryonnaire? Les gens pourraient répondre oui, pourraient répondre non. Est-ce que vous acceptez que ce soit greffé à un animal? Vous pourrez répondre oui ou non. Et ensuite, au niveau de la biobanque, au niveau des structures qui s'occupent de garder les cellules ou les tissus, eh bien, il y aurait un tiers de confiance qui, informé de façon juste, parce que veut ou ne veut pas le patient ou le donneur, serait capable de répondre aux chercheurs, vous pouvez utiliser ce tissu dans telle ou telle application et pas dans telle ou telle autre. D'accord, donc ça veut dire qu'on délèguerait sa capacité de consentir à un tiers de confiance. C'est exactement ça, mais avec une anticipation, et puis ça n'exclut pas le fait que les différents instituts de recherche informent sur les recherches en cours et que ceux qui voudraient s'informer pourraient le faire. Ça soulève tout de même la question, une question fondamentale qui est le retrait du consentement. Puisque normalement, quand une personne consent, il y a toujours la possibilité de retirer le consentement. Mais là, on l'a entendu avec Gilles, la technologie implique tellement d'ingénierie, tellement de travail humain, tellement de modifications, que la question se pose de savoir jusqu'à quand le retrait du consentement. Évidemment, on peut retirer le tissu brut lui-même ou les cellules elles-mêmes,
Mais une fois qu'elles ont été transformées pour être reprogrammées, une fois qu'elles ont été génétiquement modifiées, une fois qu'on a obtenu, après des mois de culture, ce fameux organoïde avec ces fameuses cellules différenciées, est-ce que le travail humain et l'implication de toute cette chaîne de valeur permet encore le consentement? Nous ne le pensons pas. Tout à fait, oui. Le retrait du consentement, je veux dire. Oui. Ah, merci Hervé d'avoir soulevé toutes ces questions éthiques. Effectivement que la mise au point. Alors on parlait au début d'organes artificiels. Je pense que c'est une expression qui n'est plus particulièrement appropriée. En tout cas, pas encore pour les organoïdes. Ce ne sont pas des mini-organes, hein. Je pense que c'est très important de le dire, peut-être particulièrement pour le cerveau. Mais actuellement, on voit que ces organoïdes, qui sont des modèles pour la recherche, vont nous permettre, espérons-le en tout cas, d'avancer dans la compréhension des différents organes, dans le traitement des cancers aussi, puisqu'on peut faire des analyses de tumeurs, vont peut-être pouvoir, en tout cas, diminuer l'expérimentation animale, ce que tout le monde souhaite d'une certaine manière, et à terme, mais dans un futur relativement lointain, de pallier peut-être de la pénurie d'organes à laquelle nous sommes déjà confrontés et pour laquelle on cherche des solutions. Merci beaucoup. Merci.